Mais même si on retient souvent que ce moment-là de l'histoire maya, ça n'est qu'un moment d'une longue histoire qui continue encore aujourd'hui. Tout s'est passé comme si le temps s'était arrêté au moment du départ. Ça fait que c'est un effondrement qui se donne à voir, qu'on peut même aller visiter en vacances quand on va au Mexique ou au Guatemala. Et je crois que c'est encore une fois ce caractère très visuel de la chute qui en a fait un emblème pour beaucoup d'autres choses. Jared Diamond a contribué à ériger cette notion en catégorie générale avec cette idée que, selon laquelle la comparaison des effondrement un peu partout à travers l'histoire permettrait de dégager des règles générales pour envisager ceux à venir. Ces effondrements sont extrêmement courants, surtout dans ces premières sociétés étatiques. Même l'ère Maya en a connu deux, qui n'intéressent strictement personne. Et il y en a bien d'autres à travers le monde. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ces démarches comparatives-là, ou ces fascinations pour les effondrements, elles sont assez sélectives. On en choisit certains et pas d'autres, et on décide que certains sont caractéristiques de quelque chose et pas d'autres. Il suffit de parler des Mayas pour sentir un mystérieux parfum d'antiquité, pour avoir en tête une image en son et en couleur, celle d'une jungle luxuriante et humide, dépassée par endroits par les sommets de temples abandonnés. Peut-être entendez-vous déjà, en y pensant, le chant énigmatique d'un oiseau. Seulement voilà, les Mayas n'appartiennent pas à l'Antiquité et ils n'ont pas disparu. Pourtant, leur image nourrit depuis des siècles notre fascination pour les ruines sur lesquelles nous projetons nos craintes d'effondrement et nos quêtes éventuelles de sagesse antique. Un mythe de la civilisation perdue qui, selon notre invité de ce soir, contribue à invisibiliser des millions de personnes qui font vivre aujourd'hui l'identité culturelle et politique des Mayas. Chloé Andrieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archéologue, chercheuse au CNRS au sein de l'unité Archéologie des Amériques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vous venez de publier « Les Mayas n'ont pas disparu » aux éditions Alary. Merci d'être avec nous. Et pour faire tomber le mythe de la disparition des Mayas, je suis accompagné, comme tous les mercredis dans Question du Soir, par Julien Bisson, directeur des rédactions de la revue Le 1. Bonsoir Julien. Bonsoir Mathéo. Merci à tous les deux d'être présents pour cette deuxième partie de Question du Soir. Les victimes étaient adeptes du calendrier Maya, qui annonce la fin du monde pour le 21 décembre 2012. La légende dit qu'un crâne de cristal a été dérobé à Hathor au XVe ou XVIe siècle et que celui qui rapportera le crâne au temple de la ville recevra en échange le contrôle de son pouvoir. Ils l'ont capturé au nom de leur dieu. Ils veulent le sacrifier au nom de leur dieu. Voilà, extrait de 2012 d'Indiana Jones et d'Apocalypto, autant de films qui nourrissent peut-être l'imaginaire que nous avons des Mayas. Nous allons en parler, mais peut-être avant de déconstruire le mythe de la disparition et de l'effondrement Maya, Chloé Andrieux, faut-il revenir rapidement sur qui sont les Mayas et où se situent et où se sont situées les sociétés mayas, si vous le voulez bien. Oui, c'est une bonne idée de commencer comme ça. Donc les Mayas, c'est un groupe culturel et linguistique qui vit et s'est développé dans le sud du Mexique, le Belize, le Guatemala et le Honduras. Et souvent, quand on pense aux Mayas, on garde en tête un épisode de leur histoire qui est l'époque que l'on appelle classique, qui s'étend entre 250 et 950 après Jésus-Christ, pendant laquelle ces sociétés étaient organisées en petites royautés, en petites cités-États indépendantes qui avaient une écriture, des calendriers d'une grande précision, et qui sont celles qui ont construit les cités, les fameuses cités aujourd'hui dans la jungle qui font rêver tant de monde. Mais même si on retient souvent que ce moment-là de l'histoire maya, ça n'est qu'un moment d'une longue histoire qui continue encore aujourd'hui. Alors je le disais en introduction, lorsqu'on évoque le nom maya, c'est tout un univers mystérieux, parfois magique, qui entoure le mot. On va y revenir. C'est aussi une image, celle de ces fameux temples de l'âge classique, perdus au milieu de la jungle aujourd'hui, en tout cas que l'on pense perdus au milieu de la jungle. C'est d'ailleurs cette image que vous avez aperçue dans un livre d'histoire lorsque vous étiez encore à l'école, qui vous a donné envie de devenir archéologue, Chloé Andrieux. C'est donc une image qui façonne notre représentation des Mayas. Oui, je pense que c'est cette image, c'est ce caractère très visuel de la chute et de cette image en particulier qui est à l'origine de toutes ces rêveries et de cette idée selon laquelle ils auraient disparu.
puisqu'elle a, dès le 19e siècle, dès le moment où elle a commencé à être diffusée, elle a incarné une espèce d'impression de grandeur déchue. Et en plus, comme à l'époque, on ne savait pas le processus par lequel ces cités avaient été abandonnées, elle a été accolée d'une impression de mystère qui finalement ne l'a jamais quittée. Julien Bisson. Oui, pourquoi les Mayas plutôt que, pour rester dans l'Amérique latine, les Incas ou les Aztèques, pourquoi les Mayas en particulier incarnent-ils tant cette idée de civilisation disparue, de civilisation qui a connu l'effondrement ? Alors, c'est une très bonne question, mais la première raison, c'est qu'ils ont effectivement connu un effondrement assez dramatique et en plus assez visuel. Puisque ces petites cités-États, au IXe siècle, ont connu une crise terrible, qui était due, on le sait, à des causes environnementales, des séries de sécheresses qui ont dû vraiment fragiliser ces petites royautés qui étaient agraires, en fait, et qui dépendaient beaucoup de la culture du maïs. Il y a d'autres raisons, il y a aussi des raisons politiques, des raisons structurelles, mais le fait est que ces petites royautés se sont effondrées, les gens ont abandonné leurs villes progressivement et ne les ont jamais réoccupées. Donc tout s'est passé comme si le temps s'était arrêté au moment du départ. Ça fait que c'est un effondrement qui se donne à voir, qu'on peut même aller visiter en vacances quand on va au Mexique ou au Guatemala. Et je crois que c'est encore une fois ce caractère très visuel de la chute qui en a fait un emblème pour beaucoup d'autres choses. Dans le cas des Mayas, qui était la civilisation la plus importante du Nouveau Monde, la civilisation maya s'est effondrée en partie en raison du changement climatique et parce que les Mayas avaient coupé trop d'arbres sur les monts en causant l'érosion des terres et ils ont épuisé leurs propres réserves ressources en eau et en raison de la grandeur de leur état et du changement de température, ce sont des erreurs de notre propre changement que nous avons infligé au climat. Alors nous venons d'entendre la voix de Jared Diamond qui raconte comment les Mayas ont épuisé leurs propres ressources. Il était l'invité des Matins de France Culture en décembre 2023 et je crois, Julien Bisson, que vous souhaitiez faire réagir notre invité. Oui, la question qu'on se pose, c'est en effet, Jared Diamond, dans son essai Effondrement, a beaucoup popularisé le récit de cet effondrement. Est-ce que ce récit en lui-même est erroné ou est-ce que c'est l'usage qu'on fait de ce récit qui, aujourd'hui, peut être problématique ? Alors, c'est un peu les deux, il y a bien eu un effondrement. Tout dépend toujours des définitions que l'on donne au terme. Si on définit un effondrement comme une baisse drastique de complexité sociale et une baisse démographique, c'est bien ce qui s'est passé au IXe siècle. La question, c'est que Jared Diamond a contribué à ériger cette notion en catégorie générale, avec cette idée que, selon laquelle la comparaison d'effondrements un peu partout à travers l'histoire permettrait de dégager des règles générales pour envisager ceux à venir. Et en faisant ça, déjà, il a fait un glissement de sens. Et surtout, il a institué le cas Maya en cas type. Il l'a dit, c'était l'effondrement le plus exemplaire qu'il soit. Et dans le même mouvement, il a promu un scénario selon lequel la chute des institutions politiques, puisque c'est de ça qu'il s'est agi, avait accompagné une disparition culturelle. Comme si, finalement, les langues, les traditions, tous les liens qui unissent les personnes au sein d'une société dépendaient d'un centre étatique. Or, s'il y a bien une chose que ces événements du IXe siècle montrent, c'est que ça n'est pas le cas, puisqu'on a eu d'autres sociétés et surtout que les traditions, tout en se transformant, ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Alors vous parlez de Chloé Andrieux dans votre livre de paradigme de la finitude. De quelle manière ce mythe de l'effondrement maya intègre ce paradigme que vous découvrez comme un paradigme occidental? Il y a dans l'imaginaire occidental d'autres effondrements, réels ou imaginaires. On peut penser à l'Atlantide, bien sûr. On peut penser aussi à la chute de Rome, qui est un emblème de la chute des civilisations. Comment est-ce que le mythe de l'effondrement maya s'articule avec ces autres récits de l'effondrement ? Avec Rome, je sais pas trop. Avec l'Atlantide, ils ont fait corps dès le départ, en fait, dès le moment où la question s'est posée au monde européen. Les deux ont été liés dans une fascination qui est effectivement très ancienne en Occident pour cette histoire de chute des sociétés et qui tient en partie au fait qu'on a encore aujourd'hui une vision extrêmement évolutionniste de la trajectoire des sociétés, comme si elles étaient programmées pour aller toujours vers plus de hiérarchie sociale et de centralité du pouvoir. Et c'est
cette vision-là qui nous fait concevoir les effondrements comme des monstruosités, des anomalies qui viennent interrompre une trajectoire pensée comme inéluctable vers l'État. Or, en fait, ces effondrements sont extrêmement courants, surtout dans ces premières sociétés étatiques. Même l'ère Maya en a connu 2. Mais on a décidé... Vous dites qu'il y a un effondrement précédent à celui de l'âge classique. Un effondrement ou pré-classique qui n'intéresse strictement personne. Et il y en a bien d'autres à travers le monde. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ces démarches comparatives, là, ou ces fascinations pour les effondrements, elles sont assez sélectives. On en choisit certains et pas d'autres, et on décide que certains sont caractéristiques de quelque chose et pas d'autres. Julien Bisson. Vous évoquez 2 effondrements. Est-ce que la conquête espagnole, qui va se survenir au XVe et au XVIe siècle, va constituer une autre forme d'effondrement pour les sociétés mayas qui avaient survécu à l'effondrement du IXe siècle? Oui, c'est sans aucun doute, en tout cas, une rupture bien plus dramatique que toutes les crises qu'ils ont traversées au préalable, puisqu'ils n'ont plus d'institutions politiques à partir de ce moment-là. Même si c'est un processus assez long, qui ne se fait pas du jour au lendemain, c'est clairement une rupture bien plus grave dans la vie des Mayas. Et vous rappelez que la population maya passe de plusieurs dizaines de millions de personnes en 1500 lors de l'arrivée des Espagnols dans cette région à plus que 3050 ans plus tard. Oui, il y a une chute démographique terrible due au massacre, au mauvais traitement, mais aussi beaucoup aux épidémies. Je me suis posé une question en lisant votre livre. Le XVe siècle, le XVIe siècle européen, c'est un siècle où on cherche encore le paradis terrestre comme une réalité géographique. C'est-à-dire qu'on est encore à la recherche, dans ce continent nouveau, d'un éventuel paradis qui existerait. C'est le mythe de l'Eldorado et de la remontée des fleuves de l'Amazonie. Est-ce que les Mayas ou ces ruines mayas ont incarné les restes d'un paradis terrestre dans les discours européens à cette époque-là? Et sinon, pourquoi? Alors, oui, mais plus tard, en fait. Au XVe, XVIe siècle, ces ruines n'avaient pas disparu. Elles étaient connues des populations locales, qui en plus y pratiquaient des rituels. Elles étaient aussi connues en partie par la couronne espagnole, mais celle-ci s'est bien gardée d'en faire la promotion. Donc, en fait, il a fallu attendre le XIXe siècle pour que la nouvelle de ces villes soit connue en Europe. Et là, effectivement, elle est venue se greffer à tout cet imaginaire-là d'Eldorado, de cités perdues, qui était déjà très ancien. Vous dites que la couronne espagnole s'est bien gardée de faire la promotion de ces villes. Est-ce que ça veut dire que le récit de la disparition des Mayas servait à un certain imaginaire colonial? Oui, de façon implicite de toute façon, puisqu'ils les ont fait disparaître du simple fait qu'ils ont commencé à appeler la totalité de la population américaine indien, qui est un terme en plus un peu plus mal choisi, mais qui a fait disparaître toutes les différences culturelles en un seul mot. Donc il n'avait aucun intérêt à promouvoir ce passé-là, évidemment. Est-ce qu'il y a une fonction politique des vestiges mayas? Julien Bisson parlait de fonction, aspect colonial, de politique coloniale. Est-ce que lorsque les États modernes américains se construisent, comment est-ce que est regardé ce passé maya par les jeunes États indépendants de l'Amérique centrale? Donc, à partir de leur guerre d'indépendance, à partir de 1821, quand elles sont indépendantes de la couronne espagnole, les républiques mexicaines et guatémaltèques, effectivement, utilisent ce passé maya pour puiser, pour faire ancrer plutôt leur récit national dans un passé antérieur à l'Espagne. Et à partir de là, durant tout le 19e siècle, ces ruines, elles ont effectivement servi à un discours pour promouvoir une grandeur étatique, souvent panaméricaine et indépendante de l'Europe. C'est aussi ce que font les États-Unis, qui se placent comme des protecteurs de ce passé-là et d'un passé grandiose dans lequel l'Europe n'aurait pas à mettre son nez. Ça, c'est les États-Unis, mais il n'y avait pas de Mayas aux États-Unis. Non, mais les États-Unis se sont érigés en promoteurs de ce passé-là, dont ils disaient que c'était l'antiquité de l'Amérique. Donc de même que Londres, à l'époque, était censé être le gardien de la frise du Parthénon, de même, c'était aux États-Unis, grande puissance du continent, de protéger ce passé-là. Mais est-ce que ça signifie que ces États nouvellement indépendants, en allant chercher ces symboles de la grandeur perdue, de la grandeur passée, vont aussi investir les sociétés mayas de l'époque d'une identité, d'une citoyenneté, d'une reconnaissance de leur culture? Non, pas du tout. Au contraire, en fait, en parallèle à ces mythifications de ce passé étatique, grandiose et glorifié, il y a toujours eu une dévalorisation des populations autochtones à qui on a reproché d'être coincés
dans ce passé-là, ou d'être, c'est un terme qui a été employé, hors de l'histoire. Donc c'est une expression qu'on a entendue dans d'autres circonstances pour d'autres parties du monde et qui leur a été beaucoup reprochée au XIXe siècle. Donc il y a toujours eu cette dissociation entre, d'une part, la valorisation des ruines et de l'autre, le mépris pour les populations qui en descendaient. Mes parents m'ont transmis l'amour de notre culture. La culture des Mayas originaires du Yucatan, les Yucatecos. Mon père m'a appris leur langue, le maya yucatèque. Macha, Kawil, Tanchen, Kanul, Kawil, Ostetun. Les glyphes mayas sont très complexes. Un signe peut avoir différents petits dessins autour de lui, qui en modulent le sens. Ce n'est pas comme l'écriture d'aujourd'hui, où un I est un simple trait, et un A constitué de 3 traits. Dans l'écriture maya, les sons transparaissent dans des dessins. Le R peut être un bec de perroquet, par exemple. Depuis que cette écriture est morte au XVIe siècle, pendant la colonisation, les Mayas ont été contraints d'abandonner leur écriture. Il est de notre devoir de la ressusciter. C'est très important pour moi. Je suis profondément attaché à cette écriture. C'est la nôtre. Voilà, nous venons d'entendre la voix de Franck, qui a 23 ans, originaire américain, originaire maya du Yucatan, et qui souhaite se réapproprier la langue, et non seulement la langue parlée, mais l'écriture de cette langue. C'était dans un documentaire diffusé sur Arte en 2024. Quels sont les enjeux, justement, aujourd'hui, qui traversent les sociétés mayas contemporaines, Chloé Andrieux? Alors, elles sont multiples, puisqu'on parle de 6 millions de personnes qui parlent 29 langues différentes sur plusieurs pays avec des histoires distinctes. Mais effectivement, une grande partie de ces populations... Donc, je suis obligée de faire une aparté pour le Guatemala, puisque le Guatemala a particulièrement souffert, les Mayas du Guatemala ont particulièrement souffert de la guerre civile, puisque cette guerre civile a fait 200 000 morts, dont... 83% étaient d'origine maya. Je me souviens, c'est dans les années 80 et ça a permis l'émergence de certaines figures politiques mayas qui justement ont participé à la renaissance d'une identité politique maya, comme Rigoberta Menchú. Voilà, c'est pour ça que j'étais obligée de faire cet aparté, puisque c'est de ces événements-là aussi que sont nés un certain nombre de mouvements de revival et tout un mouvement de revendication de ce passé commun, quitte parfois d'ailleurs à le réinventer ou à le nettoyer de ses composantes les plus récentes. Donc, et encore une fois, donc, à valoriser la partie classique de cette histoire, comme l'exemple que vous avez fait entendre le montre, par-dessus d'autres. Mais il y a aussi tout un tas d'écrivains, d'artistes, de musiciens qui, eux aussi, promeuvent cette identité, la réfléchissent, la font connaître. Il y a aussi, par exemple, un mouvement hip-hop en langue maya qui est particulièrement actif. En quoi est-ce que ce renversement de regard de peuple disparu à peuple en lutte pour la reconnaissance de son identité, en quoi est-ce que ce renversement est essentiel pour vous, Chloé Andrieux? Qu'est-ce qui se joue derrière? Il se joue beaucoup de choses, mais en fait, comment dire, depuis le temps que ces récits mayas, ils ont été utilisés par le monde occidental depuis au moins 2 siècles, presque toujours pour se mettre en garde contre un danger que l'Occident encourrait en fonction des inquiétudes de chaque époque, ou alors, puisqu'il y a aussi un versant mystique, pour essayer de réenchanter le monde. Finalement, ils ont toujours été utilisés pour essayer dans une réponse, dans une quête, pour essayer de modifier nos manières d'interagir avec ce qui nous entoure, alors que, en fait, pour faire ça, on devrait peut-être commencer par observer la diversité des manières de faire des différentes cultures, notamment maya en l'occurrence, plutôt que de répéter des histoires qui nous empêchent finalement en fait de les voir. Julien Bisson. Oui, on repense tous à la prophétie de la fin du monde de 2012. On a beaucoup parlé à l'époque. Qu'est-ce que ça signifie, cette fétichisation finalement d'une forme spirituelle des Mayas? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fétichisation occidentale vis-à-vis de ces cultures? En fait, pour la comprendre, il faut en faire un peu l'historique et se rendre compte que ces vestiges, à partir du moment où ils ont été médiatisés en Europe, ils ont vraiment constitué un problème pour le monde européen, puisqu'ils ont obligé les observateurs à repenser toute l'histoire du monde dans sa totalité. Et pour résoudre ce problème, beaucoup ont été finalement
réinventé des sortes de cosmogonies nouvelles dans lesquelles ils utilisaient ces mayas-là, ces vestiges mayas, et ils les intégraient à des récits bibliques, à des récits atlantidiens, dont on peut ensuite, ça fait des récits dont on peut suivre un peu le filum tout au long du 19e siècle, jusqu'à ce fameux événement de 2012, qui a révélé toute la puissance d'agir de cet imaginaire que l'on avait façonné autour des Mayas au cours des siècles et qui toujours leur attribue une sorte de puissance venue du fond des âges. Il y a même des fantasmes sur les Mayas en allant dire qu'il y a des liens avec les extraterrestres. C'est exactement la même idée, en fait, de ce philum, ce discours un peu mystique qui s'est noué au cours du temps depuis le 19e siècle. Il les a d'abord attribués à l'Atlantide dans un premier temps, et puis on le voit évoluer à partir du 20e siècle dans le cadre de la naissance des discours New Age et intégrer cette fois les extraterrestres. Mais le point commun, c'est toujours cette idée selon laquelle les Mayas ne viendraient pas d'ici, qu'ils viennent d'ailleurs. C'est d'ailleurs de là qu'ils tiendraient leur énergie, leur pouvoir et leur capacité à prédire l'avenir éventuellement. Et c'est donc de ce postulat-là que découle la négation des liens avec les populations actuelles. Je vous propose de revenir à la notion d'effondrement que nous avons évoquée en début d'émission. L'effondrement qui est devenu aujourd'hui une catégorie de réflexion en sciences sociales, puisqu'elle est liée aujourd'hui avec la crise climatique, et elle est liée, la notion d'effondrement, avec ce qu'on appelle la collapsologie. Et on a entendu tout à l'heure la voix de Jared Diamond, justement, qui fait partie de ces voix qui permettent le développement de cette idée de collapsologie, et c'est-à-dire d'un horizon apocalyptique obligatoire, enfin forcé de nos sociétés. Si, vous le disiez, on ne peut pas s'appuyer sur l'exemple Maya, parce que d'abord ce n'est pas un effondrement réel, c'est une recomposition politique et sociale, ou en tout cas c'est un effondrement politique, mais pas un effondrement total, ce n'est pas le post-apocalyptique, voilà, c'est pas les paysages justement des films qu'on entendait là, comme 2012 en début d'émission. Qu'est-ce qu'il y a, si ce n'est pas cela, à apprendre? Quelle leçon de l'histoire peut-on tirer de l'histoire maya, puisque l'histoire toujours nous offre parfois des clés de compréhension du présent? Personnellement, je ne crois pas du tout qu'il y ait de leçons à apprendre, à part qu'on passe notre temps à utiliser le passé des autres pour s'inventer des histoires et se renvoyer des miroirs à nous-mêmes. Je ne crois pas. Par exemple, pour ce qui est de ce présupposé qui consiste à comparer des collapses un peu partout dans le monde, je ne crois pas que ce soit satisfaisant intellectuellement. Je ne vois pas ce qu'apporterait la comparaison de sociétés qui viennent qui ont des économies, des environnements, des structures totalement différentes. Donc non, je pense par ailleurs qu'on n'a pas besoin des Mayas pour se dire que les choses vont mal. Donc c'est plutôt inquiétant qu'on ait besoin de les utiliser finalement. À contrario, l'inverse de l'effondrement, ce serait plutôt la survie. Que nous apprend la survie des cultures mayas qui ont, comme vous l'avez rappelé, et comme on l'a entendu dans le son, qu'on a essayé de les écraser, de les invisibiliser. La langue maya est morte au XVIe siècle. La survie finalement de toutes ces cultures jusqu'à nos jours. Est-ce que là, de ce côté-là, il y a des leçons à tirer? Sans doute, effectivement. J'ai du mal avec cette idée de leçon. Mais oui, il y a par contre des processus qui sont très beaux à observer et qui prouvent encore une fois que ce qui compose une société, ça n'est pas nécessairement un centre étatique et que ces liens peuvent se reformer même après un effondrement. Voilà, ça serait peut-être la morale. D'autres liens peuvent se créer et faire perdurer tout en se transformant. Je vous en prie. Je crois que vous m'interrompez. Non, je vous en prie. Du coup, allez-y. On peut, par rapport à la survie maya, alors là, on parlait tout à l'heure du 9e siècle, peut-être pour revenir à l'époque contemporaine. Aujourd'hui, les Mayas, comment sont-ils reconnus au sein des systèmes politiques? Par exemple, au Mexique, il y a effectivement des luttes auxquelles s'associent les Mayas. Quelle est l'existence politique aujourd'hui des Mayas? Alors, les Mayas ont su s'imposer au Mexique et au Guatemala comme des acteurs à part entière des politiques dans les pays où ils vivaient. Ils ont un certain nombre de mouvements politiques qui sont particulièrement actifs. Le plus connu, en plus au Mexique, étant évidemment le mouvement zapatiste, dont on oublie d'ailleurs souvent que c'est un mouvement de base maya, sans doute parce que le porte-parole de ce mouvement, le sous-commandant Marcos, ne l'était pas.
Et donc ça a peut-être fait un peu oublier que le reste de la hiérarchie et la plupart de ses membres étaient et sont encore des personnes qui parlent tzeltal et tzotzil, des langues mayas du Chiapas. Mais il y a d'autres mouvements politiques aussi au Guatemala qui sont moins connus mais particulièrement actifs dans la vie politique locale. Et ça serait difficile de résumer c'était votre question, leur revendication, mais en général, elles tournent autour de l'idée un accès à la terre, des revendications à l'autodétermination, c'était le mot que je cherchais. Et puis, au-delà de ces mouvements presque institutionnels, je ne sais pas si c'est le terme, il y a aussi un combat au quotidien qui oppose cette fois des communautés villageoises, puisque la majorité des Mayas aujourd'hui sont des paysans pauvres, à des grandes multinationales, que ce soit des entreprises minières ou de monoculture de palmes, pour l'accès à la terre. Et dans ces affrontements, qui sont parfois très violents, s'opposent aussi deux visions radicalement différentes de ce que veut dire habiter un territoire. Au risque d'incarner un nouveau mythe, c'est celui d'un peuple plus en contact avec la nature, d'un peuple écologiste par excellence. Exactement, puisque même si ça a pu être utilisé comme des slogans dans des circonstances, comme d'une façon assez stratégique de se présenter sur la scène internationale, il faut évidemment se garder de tomber dans une sorte de mythe, du nouveau mythe du bon sauvage, qui les placerait en plus dans une sorte d'antériorité en lien avec la nature. Même si c'est vrai, c'est pas le lien avec la nature, mais à très gros traits, c'est vrai que dans les relations que les Mayas nouent avec les milieux qu'ils habitent, elles sont à l'opposé de cette idée d'exploitation, puisqu'il y a en général cette idée de compensation et d'équilibre avec toute chose, y compris avec ce que nous on appelle nature, même si le mot n'existe pas dans les langues mayas. Il y a peut-être donc un peu de vérité à chercher derrière les mythes sur les Mayas. En tout cas, une chose est certaine, ils n'ont pas disparu. Et merci d'être venu le raconter à ce micro, Chloé Andrieux. Je rappelle que vous êtes archéologue, chercheuse au CNRS au sein de l'unité archéologie des Amériques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le titre de votre livre, Les Mayas n'ont pas disparu. Comme ça, ce sera dit une dernière fois au cours de cette émission. Merci à vous également, Julien Bisson. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de la revue Le 1 et le partenaire de ces mercredis du Question du soir. Cette émission a été préparée avec Rodi Eken, à la programmation Stéphanie Villeneuve, à la réalisation François Richer et à la technique ce soir Valentin Bobinet.